Je sais pas ce que vous en dites, mais on pourrait débuter. Puis ceux qui pourront se joindre tranquillement à nous pendant la présentation. Donc, bon matin tout le monde. Merci de vous joindre à nous ce matin. Puis on est de bonne heure ce matin. J'espère que vous êtes accompagnés d'un café pour bien nous suivre. On a quand même beaucoup d'informations à vous dire. Ok, on va essayer de faire ça de manière dynamique, mais c'est sûr qu'un petit café à 7h30 le matin, ça veut toujours nous aider. Donc, on a enregistré la conférence, c'est vraiment pour le but à l'interne. On va peut-être la partager un peu plus tard, mais c'est vraiment pour avoir un petit suivi de ce qu'on a fait aujourd'hui avec nous. Je vais un peu vous expliquer aussi le fonctionnement par Zoom pour ce matin. Donc, l'ordre du jour, le voici. Donc, on a l'ouverture. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement à nous. Il y a un petit mot de Recyc Québec vraiment pour introduire le projet Même qui a été affaire. fait par la présidente et directrice générale de Recyc Québec. Ensuite, on a la présentation du projet pilote par la Ville de Sherbrooke, l'accompagnement proposé par le CRE Estrie. Ensuite, on passera une petite courte période de questions sur le projet en général, puis la conférence sur la réduction à la source présentée par Synergie Estrie. Donc, pour le fonctionnement par Zoom, en fait, c'est ça, on va faire essayez de garder vos micros le plus possible fermés pendant tout le temps qu'on va présenter. Donc, comment ça va fonctionner pour les questions? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Ma collègue Caroline est là pour prendre vos questions en note. Puis après chaque bloc, on va avoir bloc, donc on parle, mettons, après la présentation de la ville, on va avoir un petit 5 minutes de questions pour répondre aux deux questions les plus populaires ou les plus pertinentes que ma collègue Caroline va nous avoir proposées. Puis, même chose pour notre section Crestri, puis la section par Synergie Estrie. Puis après, on va avoir une plus longue période à la fin de ces trois blocs-là, trois blocs principaux, pour avoir une plus longue discussion puis répondre plus pleinement aux questions pour ceux qui en auraient davantage. Fait que ça y va pour tout le monde. On va y aller comme ça. Je sais pas, je me suis nommé, je penserais pas. Donc, c'est ça, moi, c'est Samuel Lapointe. Je suis chargé de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Puis, ça, on a été mandaté par la Ville de Sherbrooke pour accompagner. Fait que c'est moi qui va animer la présentation avec vous ce matin. Donc, on passerait au mot d'ouverture de la présidente et directrice générale de Recyc Québec, qui a vraiment fait un beau petit mot d'ouverture. Malheureusement, il ne peut pas être présent avec nous ce matin. Donc, elle nous a enregistré justement le petit mot qu'on va vous présenter à l'instant. Donc, le son devrait fonctionner. Si jamais le son ne fonctionne pas, peut-être l'écrire dans le chat, puis on va rectifier le tir. Donc, bonne écoute pour ce premier petit segment. Bonjour à tous et à toutes, et je suis très heureuse d'être ici avec vous virtuellement pour féliciter la réalisation de ce projet important en récupération et recyclage des matières organiques à la ville de Sherbrooke. Plusieurs citoyens du Québec, soit désormais plus de la moitié, ont accès à la collecte en bac brun. Nous avons donc fait des progrès importants depuis 2015 et le taux de recyclage est passé donc de 17 à 31% en 3 ans. Cependant, pour les commerces, industries et institutions, le taux de recyclage des matières organiques en 2018 était de 5%, ce qui est encore très peu. Le Québec donc génère encore trop de matières organiques. Elle constitue environ 60% des 6,1 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année, en plus de générer des gaz à effet de serre lors de leur décomposition. Nous sommes donc très heureux d'avoir été invités à cette séance d'information et de formation sur la réduction à la source pour annoncer notre contribution à ce projet qui se verra octroyer une aide financière de 61 510 $ de la part de Recyc Québec. Il s'agit d'un bel exemple d'un projet mobilisateur, innovant, d'accompagnement d'industries, commerces et institutions dans leurs nouvelles habitudes. Ce projet prévoit en plus de la sensibilisation pour accompagner des changements de comportement en profondeur. Je salue aussi votre partenariat avec Synergie Estrie, qui vous permettra d'identifier des collaborations possibles pour implanter des stratégies d'économie circulaire. L'économie circulaire, avec ses 12 stratégies, permet notamment de réduire le gaspillage des ressources, de les préserver, de faire en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres.
Notre rôle à Recyc Québec est d'encourager et de soutenir les bonnes pratiques afin qu'elles fassent boule de neige partout au Québec. D'ailleurs, sachez que l'initiative de la ville de Sherbrooke s'ajoute à 30 autres projets tout aussi inspirants et novateurs que nous soutenons par le biais de cet appel à proposition. Une fois que ceux-ci seront déployés, nous estimons que le gain en gestion de gaz à effet de serre, donc l'équivalent sera le retrait de 2820 voitures de nos routes. En nous donnant les moyens et les outils de gérer les matières résiduelles de façon innovante, nous allons non seulement améliorer la performance environnementale du Québec, mais contribuer de façon significative à la réduction des gaz à effet de serre. Sur ce, et en terminant, je tiens encore à vous féliciter, la Ville de Sherbrooke, vos partenaires, et j'invite les commerces, industries et institutions à participer activement au projet. Votre engagement, votre dynamisme sont très inspirants et sont un excellent modèle pour l'ensemble des régions du Québec. Merci, continuez votre excellent travail et bon succès. Donc, merci pour ce beau vidéo de Recyc Québec. Donc, j'ai oublié de vous mentionner au départ, mais ça, il y a 60 entreprises en ce moment qui sont intéressées à participer au projet dans différents pôles de la ville de Sherbrooke. Puis, fait que ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin. Puis, il y avait 37 personnes qui représentaient les entreprises qui étaient inscrites à cette conférence ce matin. Donc, encore là, ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir tout le monde. On va passer à la prochaine section de la présentation aujourd'hui. Donc, Madame Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l'environnement, et Madame Marie-André Charon, agente de projet en environnement à la ville de Sherbrooke, vont vous présenter le projet pilote de la ville. Je vous laisse la parole. Merci Samuel. Bonjour, bon matin tout le monde. J'abonde dans le même sens que la dame de Recyc Québec. Excusez, j'ai un petit peu de mémoire ce matin. Merci beaucoup de participer à ce projet-là. C'est vraiment extraordinaire. Je me permets aussi de relater un autre fait historique qui parlait d'innovation. Bien, Sherbrooke, en gestion des matières résiduelles, on a souvent été des chefs de file. À preuve, la collègue de la matière organique, Mme Recyc Québec, faisait référence à 2015 qu'il y a une très forte progression. Mais sachez que Sherbrooke offre la collecte de matière organique au niveau résidentiel depuis 2007. Donc, on était une des premières villes au Québec à le faire. Donc, je me présente, Ingrid Buck, je suis directrice du Bureau de l'environnement. Et comme vous le savez, ou vous en avez peut-être entendu parler, la Ville a actuellement de nombreux projets structurants sur le territoire. L'image que vous avez représente l'entièreté des projets structurants à portée environnementale qui sont en cours. Donc, que ce soit le plan climat qui va traiter de la réduction des gaz à effet de serre, que ce soit le plan nature, donc notre plan de conservation des milieux naturels, la politique de l'arbre, comment est-ce qu'on va traiter nos arbres dans le milieu urbain et à l'extérieur du périmètre urbain, le plan de mobilité durable intégré, donc comment devons-nous aménager notre territoire pour pouvoir être mobile de manière beaucoup plus durable, donc les différents types de transports, et bien entendu notre plan de gestion des matières résiduelles qui se veut être très ambitieux, plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030, dont on a déposé le projet au conseil municipal il y a quelques semaines de. Donc, vous allez aussi en entendre parler. Le projet qu'on vous présente ce matin, le projet pilote de collecte de la matière organique, s'inscrit dans la mouture du futur plan de gestion des matières résiduelles parce qu'il y aura des obligations au niveau de la collecte de la matière organique qui vont vous être beaucoup plus présentées en détail par Marie-André, par ma collègue Marie-André, un peu plus tard. Donc, on a la chance d'avoir un financement de Recyc Québec pour réaliser ce projet pilote et d'analyser les différents défis qu'on aura à faire face à partir du moment où il y aura l'obligation de desservir tout le territoire. Donc, vous avez choisi de participer à ce projet pilote-là pour nous permettre d'aller chercher les bonnes données d'utilisation, les bonnes préoccupations, les bonnes contraintes logistiques pour que le projet pilote qu'on lance avec vous ce matin puisse être déployé pour l'entièreté, les commerces, les institutions, les industries. Donc, on a aussi l'opportunité de travailler avec le CRE, comme vous l'avez vu en introduction, qui nous accompagne pour nous permettre de développer les bons outils d'information, de sensibilisation, d'éducation, de vous développer les bons outils pour vous permettre de bien déployer ce projet-là. Et encore une fois, votre participation ce matin est plus qu'appréciée au niveau du projet pilote parce que sans, je vais vous appeler cobaye, mais avec un beau sourire, sans des cobayes comme vous ce matin, on ne pourrait pas déployer ce service-là sur le territoire.
Donc, juste aussi un petit clin d'œil, peut-être parce que vous êtes peut-être un petit peu plus souvent en lien avec le Bureau de coordination de développement économique, de même que les différentes paramunicipales, dont Entreprendre Sherbrooke et Sherbrooke Innopol, qui soutiennent et qui accompagnent la ville pour le développement économique sur son territoire. Bien, sachez que la vision de développement économique fait aussi référence à une notion environnementale. Notre vision de développement économique est la suivante. En 2025, Sherbrooke sera un modèle de développement entrepreneurial et éco-responsable en misant sur son pôle du savoir, sa créativité et ses valeurs de collaboration au profit de sa communauté. Je présence, on a un bel exemple que la vision qui a été déployée fait écho chez la plupart d'entre vous. Donc, je laisserai la parole à ma collègue Marie-André qui va pouvoir présenter beaucoup plus en détail le projet. Merci Ingrid, merci Samuel. Donc, je me présente, Marie-André Charon, agente de projet en environnement. Je m'occupe essentiellement de ce projet-là de ce temps-ci, le projet pour lequel on est présent ce matin. Donc, je vais faire un retour rapide là, sur le contexte au niveau provincial. Je ne m'attarderai pas longuement, mais je trouve ça important quand même de remettre en perspective le cadre du projet. Donc, il y a un plan d'action 2019-2024 au niveau du gouvernement du Québec qui comporte des objectifs. D'ici 2023, le gouvernement vise réduire à 525 kg au moins la quantité de matière résiduelle par habitant, incluant les ICI et le secteur de la CRD. Pour vous donner une idée, en parallèle, à Sherbrooke, en 2019, on était à 666 kg par habitant et nos objectifs pour 2026 sont de 500 et 2030 de 480 kg par habitant. Et le gouvernement a aussi pour objectif de recycler 60 % des matières organiques. Au niveau des actions, plus précisément maintenant, pour y arriver, on souhaite améliorer la desserte, la disponibilité et l'efficacité des installations de recyclage pour les matières organiques dans tous les secteurs, donc incluant les ICI, et la cible visée pour les ICI est de 60 % d'ici 2023. Contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et, pour y parvenir à tout ça, soutenir le développement des débouchés aussi des composts qui vont être issus des procédés de traitement de la matière organique. Le gouvernement a des objectifs un petit peu plus ambitieux également au niveau de la matière organique en ayant déposé une stratégie de valorisation de la matière organique plus précisément. Donc, le gouvernement vise donc à instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire d'ici 2025, que la gestion des matières organiques soit opérée dans 100 % des ICI d'ici 2025 et une réduction importante aussi des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Si on revient à notre contexte sherbrookois, on a le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 dont le projet a été déposé au conseil municipal, comme mentionnait Ingrid tout à l'heure. Pour y arriver à ce projet-là, il y a des consultations qui ont été faites cet été. Peut-être que certains ont pu y participer. Donc, des consultations en ligne, des tables de discussion auprès des ICI, des propriétaires de multilogements, des entreprises de construction, rénovation, démolition. Il y a aussi un sondage qui a été fait en ligne auprès de la population, 1800 personnes qui ont participé. Et le conseil municipal jeunesse, cette année, au printemps dernier, s'est attardé à la question environnementale, avec notamment comme résolution au niveau des matières organiques, la desserte dans les parcs et le gaspillage alimentaire. Les enjeux qu'on vit maintenant à Sherbrooke, environ 10 500 tonnes de matières organiques du secteur des ICI sont éliminées par année. Ça représente 59 kg par habitant par année, donc il y a quand même un potentiel de réduction important. Le taux de récupération des matières organiques dans les ICI est de 30 %. Et dans la catégorie des matières résiduelles, ce qu'on voit, c'est que la matière organique en décomposition dans les lieux d'enfouissement, c'est la principale source de gaz à effet de serre. Donc, si on prend les concertations qui ont eu cet été, on tient compte aussi des enjeux dans la région. On en est arrivé à diverses actions. Je vous présente ici les actions du PGMR, du projet de PGMR, qui touchent plus particulièrement la gestion des matières organiques et les ICI. Donc, il y en a 4. Élargir la collecte des matières organiques à tous les ICI admissibles, puis les accompagner. Et ça se fera selon les résultats du projet pilote qui démarre en ce moment. Rendre obligatoire la gestion des matières organiques dans les ICI d'ici 2025 également. Tout ça en cohérence avec les objectifs gouvernementaux, évidemment. Et pour parvenir à ces objectifs-là, on veut créer une table de travail avec les ICI pour la mise en œuvre et le suivi des actions.
et mettre en place des communautés de pratique pour favoriser les échanges avec les ICI. Si j'en viens maintenant au projet pilote en tant que tel, il y a différents objectifs. Donc, on vise offrir un service de collecte des matières organiques aux ICI, faciliter l'adoption de nouvelles pratiques dans les ICI participants, compiler des données pour ensuite implanter cette façon de collecter harmonieuse dans tous les ICI, puis augmenter la durée de vie du lieu d'enfouissement. Les secteurs géographiques qui sont visés par le projet, c'est le centre-ville, les axes King Est et King West jusqu'à la rue du Haut-Bois, puis les boulevards industriels et de Portland. Si vous êtes en dehors de ces secteurs-là, on va quand même analyser votre demande. Ce qui est important, c'est qu'on ait des circuits de collecte qui soient optimisés, donc au niveau des coûts opérationnels, puis des émissions de gaz à effet de serre notamment. Mais ça peut arriver que vous soyez sur la route du camion ou que ce soit facilement intégrable. Donc, toute demande est analysée. C'est important quand même de lever la main, puis on pourra regarder ce qu'on peut faire avec vous. Ce qu'on vous demande comme engagement, c'est de maintenir une participation jusqu'à la fin du projet pilote, puis encourager la participation au sein de votre établissement. Donc, pour avoir des résultats au niveau du projet, c'est important qu'on ait une continuité tout au long du projet. De fournir, d'installer puis d'entretenir les bacs de collecte à l'intérieur et d'aller les vider dans les bacs à l'extérieur pour la collecte. D'installer des affiches d'identification à l'intérieur aussi. On pourra vous fournir des modèles, mais ce sera de votre responsabilité d'identifier vos îlots de tri. De placer les bacs et les conteneurs à l'extérieur à l'endroit qu'on va déterminer pour que ce soit facilitant pour la collecte, donc les rendre disponibles, et collaborer avec le CRE et avec la Ville lors de l'implantation de la collecte et de la collecte de données. La collecte de données, ce ne sera pas quelque chose de magistral, là, simplement pour prendre le pouls puis adopter des ajustements selon ce qu'on va voir sur le terrain. Ce sera peut-être des petites entrevues individuelles, des caractérisations seulement que visuelles, aller voir ce qu'il y a comme matière. Donc, quelque chose de simple, mais qui nous permettra de faire les suivis au projet et d'apporter les améliorations. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est d'améliorer une réflexion sur le gaspillage alimentaire et la réduction à la source. Parce que oui, la matière organique, on veut la récupérer, mais encore mieux si on ne la génère pas ou si on réduit notre production de matière à la base, c'est toujours préférable. On aura des exemples de ça un petit peu plus tard là, dans la conférence. Concrètement, maintenant, le projet va se dérouler les collectes de la fin novembre cette année à décembre 2022. On vise environ 150 ICI participants, dont les 50 écoles. On disait tantôt que vous êtes 60 à avoir manifesté un intérêt pour l'instant. Donc, il y a encore de la place dans le projet, mais vous êtes aussi un nombre considérable. Je suis bien contente de voir l'engouement pour le projet. Et on vise aussi un deuxième volet qui sera, lui, par conteneur, environ 20 ICI, et on pourra ajouter 10 multilogements à ce projet-là. Au niveau des volumes, si vous êtes entre 1 et 5 bacs toutes les 2 semaines, ça va être par bac que la collecte pourra se faire. Et si vous avez des volumes supérieurs, à ce moment-là, on pourra envisager un conteneur. La fréquence de collecte, l'été, ce sera chaque semaine pour les conteneurs, les collectes par bac, et l'hiver aux 2 semaines. Et pour le volet 2, les conteneurs, ce sera chaque semaine pour toute l'année. Ensuite, au niveau des tarifs maintenant, si vous regardez là, les options B à F, les forfaits B à F, peut-être que c'est des tarifs que vous aviez déjà vus, là, mais je vous les présente quand même. Donc, on a pour un bac 300 $ par année qui inclut un rabais. On compte les frais de collecte, de transport et de traitement, puis on ajoute un rabais là, pour la durée du projet pilote. Donc, si vous allez à 2, 3, 4, 5 bacs, il y a un tarif dégressif par nombre de bacs. Ensuite, si on regarde le forfait A, si vous avez une quantité puis une fréquence qui est similaire au secteur résidentiel. Donc, si vous pouvez assumer une collecte aux 4 semaines l'hiver, par exemple, là, vous avez un tarif qui est particulier, qui est spécifique à cette situation-là et on analysera les demandes là, au cas par cas selon les volumes générés puis les besoins en fréquence de collecte. Et pour ce qui est du forfait G, c'est le forfait par conteneur. Pour l'instant, on ne peut pas avoir de tarif de disponible. Ça va être fonction du marché. Donc, on va devoir aller en appel d'offres pour l'allocation des conteneurs et la collecte. Alors, ça va être vraiment en fonction du marché que le prix pourra être déterminé à ce moment-là. Ensuite, les prochaines étapes sur le plan logistique.
On a ce qui s'en vient, un diagnostic de la gestion des matières résiduelles, puis le fonctionnement à l'intérieur de votre ICI, de votre organisation pour l'instant. Ça pourra être fait en accompagnement avec le Conseil régional de l'environnement qui vous donnera plus de détails là-dessus tout à l'heure. Donc, ça peut être fait là, dans les prochaines semaines. Pour en arriver début novembre, on va finaliser les circuits de collecte et fin novembre, on sera en mesure à ce moment-là de vous transmettre les calendriers de collecte. Donc, vous aurez un calendrier spécifique qui est différent un peu du calendrier résidentiel. Donc, ça va être important de bien suivre le calendrier qui vous sera transmis à ce moment-là. Et à la fin novembre, on va aussi pouvoir distribuer les bacs bruns de 360 litres qu'on ira vous porter et vous pourrez immédiatement commencer à les utiliser parce que le début des collectes se fera le 6 décembre ou au cours de la semaine du 6 décembre selon votre journée de collecte. En terminant, ce que je voulais vous mentionner, on a des outils de communication qui sont disponibles pour vous. Prochainement, dans les prochains jours, il y aura une page du site Internet de la Ville qui présente toutes les étapes qu'on vous suggère de mettre en œuvre pour un bon fonctionnement du projet. Il y aura aussi une fiche résumée du projet, donc qui présente ce que je vous ai présenté un peu ce matin en résumé. On vous a préparé aussi un courriel modèle pour informer les employés de la réalisation du projet. Donc, il sera disponible en Word. Vous pourrez le mettre à votre sauce et le partager pour diffuser l'information à l'interne. Il y a des affiches qui annoncent l'adhésion au projet puis l'arrivée prochaine des bacs de compost, affiches qui seront en PDF que vous pourrez imprimer et installer aux endroits où il y aura des îlots de tri éventuellement. Il y a ensuite un aide-mémoire sur le bon tri. Il y a des affiches signalétiques que vous pourrez imprimer et placer au-dessus des îlots de tri. Et on vous donne les références aussi. Il y a un outil de tri qui est en ligne que vous connaissez peut-être. On peut aller chercher chaque matière à quel endroit en disposer. Et il y a Recycle Québec qui a produit un guide qui est vraiment complet sur l'implantation de la collecte des matières organiques dans un ICI. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce guide-là, c'est que ça nous aide à estimer les quantités de matières organiques qu'on va générer. Donc, on va vous mettre la référence également. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous mentionner ce matin. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions si je ne me trompe pas. Puis après, je serai disponible à la fin aussi pour échanger de discussion. Pour le moment, dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, éventuellement, je pourrais inviter les personnes qui veulent poser une question d'ouvrir leur micro puis de le faire directement. C'est une bonne idée. Bonjour, j'aurais une question pour Alexandre. Je suis Louise Bourgault, chambre de commerce. Alexandre, en 2013, 14, 15, quand on a fait déjà des analyses auprès des entreprises, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui a été fait par après? Bonjour Louise. En fait, oui, il y a eu une première analyse à cette époque. C'était vraiment une caractérisation plus en détail. Et puis, on a, ça fait combien d'années? 3, 4 ans environ. On a réalisé l'étude Objectif zéro déchet, où on a vraiment été ciblé des entreprises du centre-ville et du parc industriel régional de Sherbrooke. Quand je parle de centre-ville, on parle de centre-ville Wellington de la King-Est. De là découle en fait le projet aujourd'hui qui vous est présenté. C'est grâce à ces portraits-là qu'on a eu un meilleur aperçu des enjeux, des freins, de l'intérêt des propriétaires et commerçants de ces secteurs. Donc, ça vient structurer la démarche qui débute cette année. Entre les deux, ça a été plus une période où est-ce que la Ville a été en analyse de ces données, puis de sa stratégie là, pour poursuivre, et en attente également là, des directives du gouvernement provincial. Merci. Sinon, on avait Mme Marie-Christine Milot qui avait une question à nous poser. Oui, merci. Nous sommes un immeuble multi-logement d'une quarantaine de logements en fait. Là. Donc, je voulais vérifier le volet 2, il commence bien en même temps que le volet 1.
Le volet 2 par conteneur va débuter au printemps, celui-là, le temps qu'on puisse faire l'acquisition des conteneurs et tout ça. Donc, on cible davantage le printemps, mais on prend quand même les inscriptions tout de suite pour faciliter la mise en place. OK, merci. Voilà. Et pour les conteneurs, je sais que vous avez dit que ça dépend du prix du marché, puis je comprends bien que c'est ça pour le prix exact, mais on aurait quand même besoin d'un ordre d'idée pour en discuter, là. Donc, est-ce que vous avez une idée si on parle de quelques centaines, 1000, 2000 ou des dizaines de milliers de dollars? Ben, pas des dizaines, là, mais disons environ une dizaine de mille. C'est juste pour qu'on se situe, là, comment ça va s'implanter chez nous, là. Oui, mais ce qu'on observe actuellement dans le marché, on est plus dans l'ordre de quelques mille dollars, pas 10 000 certains. Quelques cents, c'est peut-être un peu utopique, donc je pense qu'on se dirige plus vers là, mais effectivement, ça fluctue rapidement, ça fait qu'on ne peut pas à court terme le mentionner, mais on peut prendre l'intérêt conditionnel, si on veut, là, au prix qui résultera de l'appel d'offres à ce moment-là, puis on le saura un peu avant le début des collectes, là. OK, d'accord. Mais merci beaucoup. Ben, merci à ceux qui ont posé leurs questions. Gênez-vous vraiment pas pour utiliser le chat. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, on va tout de suite passer à la prochaine section pour essayer de passer tout le contenu qu'on a pour le moment. Puis on reviendra par la suite en format discussion à la fin des présentations si ça vous convient. Donc, on passe à la prochaine étape qui était vous présenter vraiment les étapes à succès et l'accompagnement. C'est un peu ce que le CREP vous a été mandaté par la ville de Sherbrooke. Encore une fois, c'est moi un peu, j'avais pas me nommer, je m'étais me nommer, je pense. En tout cas, je vais me renommer là, un coup qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc, c'est ça, moi, c'est Samuel Lapointe. C'est ça je suis le responsable au CRE du projet pilote, d'accompagner les entreprises. Mon collègue Alexandre également, il m'aide sur ce dossier. Donc, on est pour l'accompagnement des ICI. Donc, prochaine slide. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le CRE, c'est un organisme qui est dans les 16 régions administratives du Québec comme mission de protéger et améliorer l'état de l'environnement pour assurer la qualité de vie des gens en Estrie, surtout par des solutions concertées et conseils avisés auprès de la population des décideurs. Nos dossiers principaux, c'est vraiment l'urgence climatique, gestion des matières résiduelles, protection de la nature. C'est dans le contexte du dossier gestion des matières résiduelles qu'on accompagne la ville de Sherbrooke. On accompagne d'ailleurs d'autres municipalités dans différents dossiers. Donc, c'est d'ailleurs dans cela pourquoi on est ici aujourd'hui. Un peu comme Marie-André l'a mentionné tantôt, le CRE, pourquoi on est au projet. Le CRE assure de prendre en charge la coordination du recrutement. C'est moi que vous essayez de recruter avec nos partenaires. Peut-être que vous avez reçu ça de Sherbrooke Innopol ou Commerce Sherbrooke. Donc, on essaie vraiment d'avoir le plus de personnes qui vont participer au projet pilote. On est aussi chargé de la sensibilisation et de l'accompagnement également des ICI. Donc, c'est vraiment de vous aider dans toutes les étapes du projet pilote. C'est ça. Le déroulement du projet pilote sur une petite ligne du temps, il ressemble à ça ici. Ça représente vraiment aussi l'accompagnement qu'on vous offre. Donc, ça part de cet été et du printemps dernier qu'on a commencé les étapes de recrutement, toute étape logistique. Puis, ça va jusqu'à la décembre 2022 pour la fin du projet pilote. Les deux éléments ici qui sont intéressants, c'est mars 2022 et décembre 2022. C'est là que Marie-André l'a mentionné également, c'est qu'on va faire un petit suivi du projet, voir est-ce qu'on est dans la bonne track, est-ce qu'il y a des choses qui sont à modifier. Donc, c'est là qu'on va faire des petites caractérisations visuelles. C'est juste de regarder, voir qu'est-ce qui est produit, est-ce qu'il y a de la contamination, tout ça, puis peut-être rediriger le tir. Puis en 2022, c'est aussi à la fin. C'est peut-être des petites entrevues téléphoniques, sondages à voir. Là. C'est ce qui, mais rien de trop qui vous implique trop non plus dans ces suivis-là. Puis l'accompagnement, c'est ça, on est vraiment là pour vous accompagner tout au long de ces projets-là. Puis, dans le petit accompagnement, ce qu'on propose, c'est ces étapes-là. Il y a 7 étapes qui mènent au succès. Ces étapes-là ils vont être sur le site Internet de la Ville de manière beaucoup plus détaillée. Moi, je vais vraiment faire un gros sommaire très rapidement avec vous ce matin. Donc, c'est les 7 étapes qu'on propose, puis on peut vous accompagner dans toutes ces étapes-là au CRE. Tout ce qui est logistique, gênez-vous pas. Si vous avez des questions,
à ce niveau-là. La première étape, c'est de désigner un responsable du projet. Pour vraiment assurer une pérennité, il faut avoir quelqu'un qui va être responsable du projet. En deuxième étape, c'est d'informer le personnel puis de le faire participer. Ce qu'on suggère, c'est de le former un petit peu sur qu'est-ce qu'un bon tri, parce que veut pas, la matière résiduelle, c'est quelque chose qui est complexe et qu'on se mélange tout le temps. Fait qu'assurer de bien envoyer l'information à votre personnel pour qu'ils puissent bien faire leur tri par la suite. Déterminer le nombre de bacs, fait que ça, c'est vraiment de voir c'est quoi mes besoins en ce moment en termes de matière organique. Fait que ça également peut vous aider pour tout ce qui est état de la situation. Je vais vous donner un petit truc un peu plus tard à ce niveau-là. Mais c'est vraiment de voir combien de bacs j'ai nécessaire, combien d'îlots de tri j'ai besoin dans mon organisation. Fait que ça aussi, c'est une étape une étape clé. Choisir les bacs ou îlots de tri. Fait qu'est-ce qu'on va avoir des îlots de tri, des bacs. Mon petit truc ici, c'est vraiment d'user de la créativité, créer des petits bacs avec des contenants que vous avez déjà, puis des trucs comme ça qui peuvent être faits assez facilement, puis à faible coût. 5, c'est installer les bacs dans votre entreprise avec les affiches qui sont associées. La 6, c'est collecter les matières organiques, fait que on commence le projet. Puis 7, restez souple dans votre démarche. Accepter le feedback de ceux qui participent au projet. Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Y a-t-il des choses qu'il faut modifier? Ou c'est peut-être de leur côté qu'on a mal compris, fait que de peut-être réexpliquer. Fait que vraiment rester souple puis assurer vraiment un suivi si vous avez un personnel d'entretien, d'être à un suivi avec eux parce qu'eux sont sur le cœur aussi du projet, parce que si c'est s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de leur côté, ça va vraiment nuire au projet, ou s'il y a des choses qui ont moins bien compris également. Fait que c'est vraiment de s'assurer un suivi avec toutes les parties prenantes, donc nos employés qui vont participer, le personnel d'entretien pour être sûr que notre collecte de matière organique se fait le plus optimal possible. Fait également, encore une fois, ces étapes-là vont être décrites plus en détail sur le site Internet de la Ville, mais c'est un peu notre accompagnement qu'on vous propose également. Fait que j'ai rentré un peu dans la petite section astuces. Fait que des petits trucs qu'on peut vous donner pour que vraiment ça se fasse le mieux possible. Fait que la Ville de Sherbrooke a créé ces petites affiches-là, ce genre d'affiches-là. Ce que je vous propose, c'est de mettre ces affiches-là à l'avance du projet pilote pour informer les gens que vous avez pris ce virage vers-là. Puis aussi, je vous propose de le mettre où vous allez peut-être mettre les îlots de tri. Fait ils vont voir cette affiche-là qui va être intéressant, ils vont dire, ah, c'est cool, on participe. Puis ils vont voir aussi que l'îlot de tri va se faire ici. Fait que c'est comme ça les informe puis ça les met un petit peu dans l'ambiance pour ensuite commencer le projet pilote. La seconde astuce que je vous donnerais, c'est pour l'emplacement des bacs, où qu'on place les bacs. En fait, c'est seulement si vous avez généré de la nourriture, je vous dirais de mettre les bacs de compost, sinon mettre seulement le recyclage. Fait que s'il n'y a pas de nourriture qui est générée, actuellement, il n'y a pas de déchets non plus. Autre que pour des besoins particuliers en usine, des trucs comme ça c'est autre chose, mais sinon, de manière générale, seulement le recyclage. Dans les salles de bain, je vous propose aussi de seulement mettre un bac de matière organique parce que normalement, ce qui est généré dans les salles de bain, c'est tout compostable. Autre qu'on peut garder les boîtes pour les produits hygiéniques dans les toilettes des femmes. Sinon, s'il y a il y a besoin d'avoir une poubelle, c'est de toujours mettre les 3 poubelles pour que les gens puissent bien faire leur tri. Fait que si jamais il y a besoin d'une poubelle ou recyclage compost, de toujours mettre les 3 ensemble dans le même ordre aussi, avec les affiches en haut sur les bacs. Fait que de ne pas avoir de poubelles orphelines, parce que les poubelles orphelines, en fait, l'humain étant très large de nature, s'il y a juste un seul bac là, puis c'est une poubelle, ça se peut très bien que toutes les matières que j'ai dans les mains, ça s'en aille aux poubelles. Fait que c'est vraiment d'assurer de toujours faire le tri quand on vient jeter des matières résiduelles. Ensuite, l'astuce, c'est pour l'affichage. C'est vraiment nécessaire d'afficher qu'est-ce qui va dans les bacs. Donc, avoir les affiches qui sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke. Donc, on a matière organique, matière recyclable, les déchets. C'est vraiment toujours aussi d'avoir les affichages au niveau des yeux, non seulement juste sur le bac, parce que les bacs, des fois, c'est trop bas, puis les gens ne regardent pas trop. Les affiches, ça permet vraiment de voir, OK, ça, c'est sûr que ça se composte, ça, c'est sûr que ça va dans les déchets, ça se recycle. C'est vraiment d'avoir ça sur les yeux, puis également d'avoir des bacs identifiés, parce que si l'affiche si l'autre tri est déplacé ou quelque chose du genre, il faut quand même qu'ils puissent être capables de bien faire le tri.
Ensuite, ben, quand on parle de compost, il y a toujours cette crainte-là qui s'en vient, là, c'est inévitable, on a peur des petites mouches. Je vous assure, là, c'est pas si grave que ça. Là. Je l'ai fait dans plusieurs entreprises. Si c'est les mêmes matières, c'est seulement un différent contenant. On s'entend, fait que normalement, c'était dans les poubelles, maintenant, c'est dans un bac de compost. Si c'est bien récupéré chaque jour, puis les petits contenants ils sont pas trop souillés normalement, ça ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des sacs compostables certifiés BNQ. C'est accepté à la ville de Sherbrooke, fait que c'est des petits sacs compostables. Il faut vraiment s'assurer que ceux sont vraiment compostables. Puis, c'est des petits sacs de plastique qui peuvent être mis. Fait que c'est vraiment comme avoir une petite poubelle, mais c'est juste que c'est un bac brun. Fait que normalement, il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Puis, la dernière astuce que je vous donnerais, c'est au niveau des animaux, les nuisances qui peuvent être occasionnées à ce niveau-là, c'est vraiment de mettre votre bac roulant à la rue dès que possible. Fait que si c'est aux semaines ou 2 semaines pendant l'hiver ou l'été, c'est vraiment de le mettre le plus souvent possible, même s'il n'est pas plein, c'est juste que on va éviter que la nourriture reste trop longtemps dans le bac, puis ça peut occasionner des problèmes. Puis si jamais vous avez des problèmes trop récurrents, vous pouvez mettre un onguent à la base de menthe ou d'eucalyptus sur le contour du bac roulant, comme ça va empêcher les animaux de créer des petites nuisances. Fait que ça ferait le tour un peu pour tous les trucs que je vous donnais, puis l'accompagnement. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir qu'on en discute, de faire une visite à votre entreprise. Fait qu'on peut vraiment faire une visite, puis voir toutes les étapes clés ensemble. Il n'y a aucun problème. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter des cas à succès parce que des fois, ce qui nous parle le plus, c'est qu'est-ce que d'autres entreprises ont fait, puis comment ils l'ont fait. Donc, on a été tourner des petites entrevues chez quelques entreprises de notre région. Je vais vous en présenter 2 ce matin. Une autre qui va être aussi disponible sur notre site Internet si vous êtes intéressé à aller la voir. Fait qui parlent de leur parcours puis comment ils ont mis cette démarche-là en place. Puis, ils vous donnent aussi un petit truc pour participer au projet. Fait qu'on irait pour ça pour le moment. Puis ensuite, on pourrait répondre à des questions. Fait que la première... Le premier cas à succès, c'est Moisson Estrie qui ont implanté la collecte de matière organique récemment. Donc, je vous laisserai avec le petit vidéo, puis ensuite, je reviendrai avec vous sur quelques éléments clés à retenir sur comment les étapes que je vous ai présentées, qu'est-ce qu'ils ont bien fait de leur côté. La motivation pour mettre en place la cueillette, en fait, c'est que c'est pour diminuer notre manutention. C'est qu'on a un gros volume de matière compostable, puis on désirait s'assurer de la chaîne, puis que ce soit le plus écologique possible, puis de faciliter la manutention pour nos employés puis nos bénévoles. Les différentes étapes pour réussir à le faire, c'est vraiment en mettant en place un comité de développement durable, de mettre des gens de différents plateaux qui nous ont permis de se concerter puis d'arriver à ce résultat-là. C'est sûr que tous les changements qui arrivent dans une organisation, ça crée certains déséquilibres, des questionnements, savoir comment ça va fonctionner. Mais la mise en place de la cueillette des matières compostables, ça a été quand même bien reçu parce que c'était très, très structuré. Les gens savaient ce qui allait arriver, de quelle façon ça allait arriver, puis à quel moment. Donc, je pense que c'est la structure qui a fait que ça a été bien reçu. Les défis pour mettre en place la cueillette des matières compostables, c'est au niveau de la manutention, comment on allait faire pour prendre des matières quand même importantes, qui sont lourdes, puis s'assurer que les gens les manipulent avec sécurité. Mais on est allé chercher des conseils, on a appelé les entreprises de récupération pour voir de quelle façon on pouvait mieux répondre à nos besoins. Puis pour nous, ce qui a été choisi, c'est d'avoir 2 petits conteneurs plutôt qu'un grand conteneur, ce qui facilitait la manutention des denrées. Je crois que les facteurs de succès de notre démarche, ils résident dans la structure et la planification. Ça a été un projet quand même d'une grande envergure, mais on a mis la structure pour prendre une petite bouchée à la fois. Puis de voir aussi à long terme, c'était quoi notre objectif, pourquoi on faisait ça. On veut avoir un rayonnement, oui, au niveau social, d'aider les gens, mais on pense que
notre valeur environnementale doit être mise de l'avant. Puis c'était ça notre objectif, c'était ça qui nous motivait à continuer. Mais je dirais vraiment avoir un plan d'action avec des échéanciers puis des personnes qui sont en charge, qui se voient de façon régulière pour faire avancer le projet, là. Je pense que le truc que je donnerais aux gens qui voudraient participer au projet pilote, c'est de voir plus loin que ce que ça l'implique comme changement. C'est sûr qu'avec tout changement, il y a des ajustements. Il va peut-être avoir une période où est-ce qu'il va avoir une tâche supplémentaire, mais un peu comme quand on était jeune, tu sais, le recyclage, c'était difficile, puis pourtant, maintenant, c'est rendu un automatisme. Mais on est allé plus dans cette lignée-là, de créer des habitudes, puis finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effort supplémentaire, puis on se concentre sur les résultats, sur ce qu'on réussit à détourner du site d'enfouissement, puis c'est une fierté de pouvoir dire qu'on réussit. Fait que je pense que de se concentrer sur l'objectif final, puis se rapporter à ça, ça permet là, de faire les petits changements qui sont nécessaires. Parfait. Donc, j'avais oublié de vous avertir pour le son, pour ceux qui avaient le son fort ou quelque chose du genre, là, parce que les vidéos peuvent être assez fortes. Donc, désolé si je vous ai un peu abîmé les tympans ce matin. Mais pour revenir sur le cas à succès, Moisson Estrie, c'était vraiment un beau cas qui ont été accompagnés par une ressource externe pour implanter cette démarche-là. Donc, un peu les éléments à retenir de leur démarche, c'est d'avoir une implantation structurée. Il y avait un plan, puis ils étaient capables de bien l'implanter. Eux autres, ils ont beaucoup de bénévoles qui roulent, fait qu'il fallait qu'il y ait vraiment une procédure qui était très, très structurée pour pouvoir qu'elle soit respectée par tout le monde. Ils étaient vraiment à l'écoute des feedbacks des gens, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, qu'est-ce qui fonctionnait bien. Ils ont fait preuve de créativité, ils utilisaient des chaudières qui recevaient de la nourriture à l'intérieur, pas utilisé comme bac parce que sinon, il y avait d'autres contenants qui étaient trop lourds, étaient trop gros, il y en a qui étaient coûteux. Fait que réutiliser les chaudières comme ça, c'était une manière très peu, qui coûtait peu d'argent puis qui était adaptée à leurs besoins. Puis un autre facteur aussi, c'était d'avoir des communications claires. Justement, vu que le personnel roule souvent au niveau des bénévoles, il fallait que ça soit le plus clair possible pour que ça soit respecté par tout le monde. Un autre cas de succès qui est intéressant, c'est la microbrasserie de La Manfrey à Magog. Eux autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas seulement fait une démarche pour la collecte des matières organiques, mais ils ont été beaucoup plus larges à ce niveau-là. Ils ont fait la réduction du gaspillage alimentaire, fait que la réduction à la source. Ils ont aussi trouvé d'autres manières de valorisation de leurs déchets. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que encore une petite vidéo de 3 minutes, je vous laisserai avec ça. Puis on reviendrait assez rapidement ensemble, là. Puis encore une fois, désolé si le son est fort, mais j'ai essayé de faire attention. Donc voilà. C'est sûr qu'au niveau de la motivation principale, il y avait le désir de réduire notre impact environnemental en réduisant la quantité de nourriture, de déchets qui en temps normal se ramasseraient dans un site d'enfouissement, mais que là, maintenant, est composté. On a aussi comme motivation d'être un leader de changement pour les autres restaurateurs, donc de sensibiliser sur l'éco-responsabilité puis que ça devienne un phénomène qui devient un petit peu plus collectif. Pour inclure la collecte de compost, on a fait affaire avec une firme de service conseil, dans le fond, qui nous a vraiment accompagnés dans la démarche. Concrètement, ça ressemblait à l'ajout de plusieurs bacs à compost en cuisine. Ça a aussi impliqué qu'on a dû revisiter un peu la manière de formuler nos assiettes. Là. Tout ce qui se retrouvait dans l'assiette, que ce soit décoratif ou utilitaire, qui n'était pas de la nourriture, on a dû faire des changements pour que ça devienne des éléments compostables. Puis aussi, on a aussi poussé la démarche à notre fabrique à bière. On s'est associé avec une ferme locale, dans le fond. Puis notre drèche, qui est la matière résiduelle organique du malt, dans le fond, on leur donne, puis eux, ça leur permet de l'utiliser pour ce dont ils ont besoin. Bien, c'est certain que comme point de départ, on avait déjà une équipe qui était conscientisée pour ce qui est enjeux environnementaux. Fait que c'est sûr que ça a été un facteur facilitant dans la transition.
Puis une fois la transition faite, une fois qu'on a dit à tout le monde, ben, maintenant on a des bacs à compost, l'effort que ça requiert en cuisine s'est révélé tellement soutenable dans le sens qu'on n'y pense même plus, dans le sens c'est un acquis. Puis comme on disait tantôt, on a changé le menu pour que les copes en maillot soient plus en métal ou en plastique, soit en papier compostable. Les papiers décoratifs dans les assiettes, c'est du papier non plastifié, non ciré, donc c'est compostable. Donc quand vient le temps de vider l'assiette au compost, on n'a pas vraiment de triage à faire. On fait juste comme bien vérifier que tout a été bien mis au compost, puis ça facilite vraiment la tâche. Puis il a fallu aussi réorganiser un peu la cuisine en ajoutant les bacs à compost. Fait que je pense que d'être respectueux de chacun dans son espace de travail, c'est vraiment important aussi. C'est sûr, d'abord avant tout d'être patient dans le processus, aussi d'instaurer les mesures de manière séquentielle, c'est facilitant pour les employés. Puis clairement de ne pas être réticent au changement, je pense que c'est le point de départ. Puis on est conscient qu'en restauration, c'est un milieu de travail qui est très rapide. Ça a un rythme qui bouge, il faut être efficace. Donc je pense que c'est de ne pas avoir peur de commencer à instaurer ça pour que les méthodes de travail soient autant respectueuses pour l'environnement qu'efficaces dans la productivité du day-to-day, dans le fond. Donc voilà pour le cas à succès de la MAMFRE. Donc, ce qui était vraiment intéressant de leur démarche, justement, qui ont été vraiment plus larges, qui ont été justement de la valorisation pour leur drèche de la bière. Ils ont réduit le gaspillage alimentaire à la source. Ce qui a fonctionné, c'est vraiment d'être à l'écoute des différentes équipes, l'équipe de cuisine, l'équipe du service, autant que l'équipe pour l'approvisionnement. Ils sont vraiment en communication, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde, à place de vouloir absolument dire voilà, fonctionne à ma manière. Ils écoutaient les autres, des communications assez claires aussi. Puis réduction du gaspillage alimentaire, en fait, ce qui est intéressant, pour réduire à la source, c'est ils ont changé leur menu pour séparer l'accompagnement du repas principal. Fait que ceux qui ont des plus petites faims ont seulement le plat principal, puis ceux qui ont des plus grandes faims, ils peuvent commander l'accompagnement qu'ils désirent avec. Donc, de cette manière-là, il y a moins de gaspillage alimentaire au niveau des assiettes. Vraiment, petite parenthèse, parce que je vois que le temps file vraiment vite. Donc, gaspillage alimentaire, ce qui est intéressant, il y a une étude qui a démontré que ceux qui investissent dans la réduction du gaspillage alimentaire en amont, c'est un ratio de 1 pour 14. C'est sûr que ça dépend de toutes plein de conditions et tout ça, mais le coût moyen, en fait, si une entreprise investit 1 $, elle est capable d'économiser 14 $ par l'entreprise. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait qu'on voit ici des actes qu'on peut faire pour la réduction du gaspillage alimentaire. On voit que le compostage est vraiment plus bas. Fait que si on est capable de réduire à la source, là, au début, c'est vraiment mieux. Sinon, il y a une petite partie réduction à la source que Marie-André avait mentionné au départ, des petites idées que je vous propose ici. Peut-être faire de la sensibilisation, vous employez moins de papier brun, moins de déchets, réduire les tailles des assiettes dans votre restaurant, acheter local, avoir mais ça, Synergie Estrie, Léontine va plus vous présenter ça dans la dernière section de la présentation. Une autre petite cas à succès, c'est Coup de pouce, une entreprise manufacturière à Lac-Mégantic, qui eux ont du personnel adapté. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir leur parcours parce qu'il y avait Qu'est-ce qui était intéressant, c'est d'avoir une bonne communication, une bonne sensibilisation. Il a été encouragé, puis ce qui a vraiment fonctionné, c'est d'avoir une direction engagée. Fait que cette direction-là était positive, puis tout ça. Sinon, fait que je reviens un peu sur ça ici, mais c'est plus les dates qui sont intéressantes. De fin octobre, on peut toujours s'appeler pour faire l'état de la situation de votre entreprise, puis le 6, on débute. Puis sinon, le 20 octobre, on irait, il y a une visite qui est proposée par le site de compostage Avery. C'est le site qui reçoit les matières organiques de la ville de Sherbrooke. Donc, on pourrait aller visiter ça pour les entreprises qui sont intéressées. Ceux qui sont intéressés, essayez de m'écrire le plus vite possible cette semaine à mon adresse courriel pour mentionner votre intérêt. Puis on va organiser une visite qui va être en après-midi au site de compostage. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de questions, Caroline. Je vois que le temps file.
Il y avait une question concernant les sacs certifiés. Alexandre Savard demandait s'ils étaient obligatoires. Non, ils ne sont pas obligatoires. Il y a d'autres manières qui peuvent être faites. On peut utiliser soit des sacs de papier brun, du papier journal ou juste pas de sac. C'est selon votre besoin. OK. Il avait une deuxième question. Les résidus de type bioplastique sont-ils acceptés avec les matières organiques? Donc, j'imagine qu'il parle des oxo-biodégradables. Ouais, non, il faut vraiment s'assurer que le plastique soit compostable, qu'il soit écrit compostable dessus. Si c'est comme biodégradable comme ça, des trucs comme ça, ben ça ne va pas se retrouver à l'intérieur du compost. Okay. Je vois que Maryse a une main levée également. Oui. Oui, donc moi, je voulais savoir, on est une entreprise, on n'est pas seul dans notre bâtiment. Donc, je voulais savoir si nous, l'entreprise, on a besoin de juste 1 ou 2 petits bacs. Est-ce qu'on doit vraiment les mettre au bord du chemin ou si on les met aux côtés de nos contenants de poubelles et de recyclage de carton, est-ce que le camion peut venir les chercher là ou il faut vraiment aller les porter au bord du chemin? Ça, c'est vraiment comme du cas par cas. C'est ça, peut-être voir avec vous comment c'est fait à votre entreprise. Puis avec la ville, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui est plus adapté pour vous, qu'est-ce qui est plus facile aussi. Là. OK, parfait. Parce que les autres bacs sont partagés avec le bâtiment au complet. Là. Okay. À ce moment-là, ça va être difficile de séparer le compost. Là. Il y a aussi une possibilité de partager justement le service de compost par plusieurs. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, puis un bac, ça serait suffisant, ou 2 bacs, vous pouvez le partager le service avec plusieurs. C'est quelque chose qui est possible, qu'on peut aussi voir en détail plus en particulier. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passerai à la dernière section, une conférence sur la réduction à la source qui est présentée par Léontine Duro, qui est à la Synergie Estrie à la MRC de Manfred-Magog. Donc, il nous présenterait un peu la réduction à la source puis d'autres stratégies de valorisation qui sont intéressantes. Léontine, juste avant que tu commences, je voulais juste noter comme quoi qu'on a bien pris en note la question de Audrey concernant la vermine au centre-ville. Et s'il y a d'autres questions qui sont posées, comme moi-même, j'ai fait une petite parenthèse, on prendra le temps de répondre par courriel à toutes les personnes qui étaient inscrites pour répondre aux questions dont vous serez au courant de toutes les réponses, tout un chacun, même ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui à la conférence. J'ai terminé, Léontine, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc là, on va passer sur un autre aspect de ce projet-là qui concerne plus exactement les stratégies d'économie circulaire. Donc, je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que Synergie Estrie. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Léontine Duro, puis je suis coordonnatrice en économie circulaire pour le territoire de Manfred-Magog. Vous en avez aussi un coordonnateur en économie circulaire qui est à Sherbrooke-Innopol pour le territoire de Sherbrooke, mais malheureusement, en ce moment, il est en train de se promener dans les bois. Donc, il m'a demandé de prendre le relais, ce que je fais avec plaisir parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir vous accompagner dans vos stratégies. En fait, Synergie Estrie, c'est les 7 territoires de l'Estrie qui se sont mis ensemble pour décider d'avoir un coordonnateur en économie circulaire pour pouvoir aller aider toutes les entreprises de nos territoires à mettre en place des stratégies d'économie circulaire de façon gratuite, donc dans les services paramunicipaux, toutes les MRC, Sherbrooke-Innopol, etc. Donc, c'est quoi l'économie circulaire? En gros, l'économie circulaire, on la présente en opposition au principe d'économie linéaire actuel, c'est-à-dire le fait d'extraire, transformer, distribuer, utiliser, puis jeter. On s'entend que ça, malheureusement, c'est un modèle très, très répandu, mais qui entraîne beaucoup de limitations, notamment sur l'utilisation de la matière, des ressources, puis le gaspillage. Donc, comment ça se passe pour l'économie circulaire? C'est que c'est un modèle économique qui est axé sur une meilleure utilisation des ressources dans une logique d'approvisionnement local et circulaire. Comme vous le voyez sur mon graphique devant vous, le principe, c'est d'utiliser les 12 stratégies qu'on a au milieu pour repenser et optimiser l'utilisation des ressources. Donc, on va d'abord commencer par réduire la consommation. On l'a vu tout à l'heure dans des exemples, en optimisant les opérations ou l'utilisation de la matière, en éco-concevant nos produits, puis en consommant de façon responsable et locale. Une fois que les matières elles sont extraites ou produites, on va aller les utiliser plus fréquemment et les optimiser, soit avec le partage et l'économie collaborative, soit par les principes de location. Puis aussi prolonger leur durée de vie, que ce soit par l'entretien, la réparation, le don ou la revente, le reconditionnement pour des matières non organiques, évidemment, puis certains principes économiques comme l'économie de la fonctionnalité. Bon, comme malheureusement, ça finit par être un résidu, on va aller chercher d'autres solutions pour encore allonger sa durée de vie.
soit en le valorisant de façon énergétique, le recyclage et le compostage dont on a parlé aujourd'hui, puis l'écologie industrielle, qui sont des principes de partage de ressources et de faire en sorte que les déchets de l'un deviennent la matière première des autres. Nous, comment on accompagne les entreprises en économie circulaire, c'est qu'on va aller dans les entreprises, voir avec eux quelles sont dans les 12 stratégies que je vous ai montrées les plus intéressantes. Ça peut être n'importe laquelle de ces stratégies. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises elles démarrent des stratégies d'économie circulaire pour créer des boucles de valeur locales, pour donner des structures à des projets, puis développer des liens entre les entreprises pour qu'elles optimisent leur matière. Puis aussi aller chercher toutes les ressources matérielles, humaines ou financières pour mutualiser, échanger, faire des stratégies de valorisation de la matière. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, l'économie circulaire, dans des projets comme celui que vous avez aujourd'hui? Je vous ai sorti des exemples concrets qu'on a eus sur le territoire en Estrie. Comme vous l'avez entendu avec la micro La Même Frais, je ne voulais pas répéter, mais il y a plusieurs micros de la région qui se sont rendus compte que leur drèche de microbrasserie, qui est leur résidu principal, ça pouvait être valorisé pour l'alimentation animale. Donc là, ça va être de faire en fait un partenariat avec un éleveur, puis à la place de le mettre dans le compost, à ce moment-là, dire à l'éleveur que la matière est disponible, puis il va venir les chercher de façon régulière. Comme on l'a vu dans la petite structure présentée par Samuel tout à l'heure, le compostage, c'est la dernière des options quand on veut valoriser de la matière, parce que tout ce qui est alimentation, animale ou humaine, quand ça serait par exemple moissonnerie, etc., ça va être privilégié avant de finir au bac. Dans la même optique, l'entreprise 1-2-3 Santé, qui est une entreprise de déshydratation de produits biologiques à Magog, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont revu tous leurs procédés pour essayer de voir si c'était vraiment nécessaire d'éplucher certains légumes avant de les mettre dans le procédé. Est-ce que c'était possible d'anticiper un peu plus la production pour pouvoir diminuer le gaspillage de matière pendant la production? Toutes ces stratégies-là, c'est des stratégies d'économie circulaire. Puis, à la fin, avant encore le compost, ça serait de voir quelle matière peut être utilisée pour l'alimentation animale. Encore une fois, nous, on a été là pour leur trouver un partenaire. Dans ce cas-là, un éleveur de volailles qui va récupérer comme en fait l'équivalent de 95% de leur matière organique générée avant même que ça finisse au compost. Dans un domaine un peu plus industriel, on a la boulangerie Saint-Méthode qui est aussi à Magog, qui eux ont fait affaire avec une entreprise spécialisée qui met en place en fait un énorme conteneur automatique, là, donc complètement fermé pour éviter tout problème de vermine, etc., qui récupère l'intégralité des déchets de production de pain. Pour ensuite, eux, c'est dans leur modèle d'affaires de s'approvisionner chez les boulangeries industrielles, d'aller récupérer ce pain-là, puis d'en fabriquer de la nourriture pour les animaux. Donc ça, c'est tous des exemples avec la matière organique. Mais je vous ai aussi sorti d'autres exemples qui sont plus en amont de la récupération pour vraiment réduire à la source les enjeux. Je viens de vous en parler, on a vu qu'il y a des entreprises qui vont, elles, réfléchir à leur mode de production pour pouvoir un peu optimiser leurs achats de matière puis éviter leur gaspillage. Mais il y a aussi un exemple que je vais vous donner. Je ne peux pas vous donner l'entreprise, mais je trouvais ça vraiment pertinent de vous parler de ça. C'est une entreprise qui s'est rendu compte que en fait, son eau, ils sont obligés de la traiter d'une façon spécifique parce qu'elle est contaminée. Finalement, il existe des traitements qui peuvent être faits sur le site pour récupérer l'eau, pour la remettre dans le procédé et ainsi éviter qu'elle doive partir par camion pour faire des traitements spécialisés. Ça représente des centaines de milliers de dollars par année d'économie pour l'entreprise. Un impact GES qui est quand même colossal, puisque à chaque fois, c'était des camions qui partaient avec de l'eau. On s'entend que c'est impressionnant. Puis, cette démarche-là, en fait, finalement, ils ont été accompagnés par un spécialiste financier qui leur a vraiment rien coûté. C'était juste d'avoir l'idée que peut-être ça pouvait être faisable. Peut-être qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas de solution, mais maintenant, il y en a. Donc, en fait, ce genre d'initiative, ça peut être vraiment intéressant. Puis nous, on est là pour aider les entreprises, un peu comme le Creux va vous aider à mettre en place votre gestion de matière organique. Nous, on va être là dans les territoires pour aider les entreprises à trouver d'autres solutions, puis à aller les chercher de la façon la plus simple possible. Un autre exemple, cette fois-ci, je l'ai pris au Bas-Saint-Laurent, mais je l'ai trouvé vraiment pertinent, c'est le groupe Gibault qui fabrique des produits textiles. Eux, ils ont revu toute la façon dont ils faisaient leur patron sur leurs textiles pour pouvoir limiter en fait au maximum les déchets de coupe de leurs produits. Donc, ils ont réussi à diminuer de 73%
la taille des lanières de coupe de leurs produits textiles. Donc, en fait, c'est d'abord une grosse économie sur les approvisionnements. Là, on s'entend que si ça ne finit pas à la poubelle, c'est que ça n'a pas été acheté au début. Puis évidemment, en termes d'impact environnemental, on a une belle différence. Ce même format peut être applicable dans d'autres fabrications. Là, à Magog, il y a une entreprise qui s'appelle Fabric-Steel qui fabrique des portes d'armoires pour les cuisines. Pareil, en fait, en un projet de 1 mois et demi, puis je pense que ça leur a coûté $6 000 avec des financements. Ce $6 000 là leur a fait une économie de $85 000 par mois d'approvisionnement, juste en changeant des patrons en fait, de découpe sur leurs produits. C'est assez impressionnant. En fait, moi, ils m'avaient contacté pour trouver un débouché pour leur coupe. Ils m'avaient dit, on a ça, est-ce qu'il y a des recycleurs? Mais on a fini par juste supprimer en fait, le résidu. Donc ça, c'est vraiment le plus pertinent. C'est valable pour plein de productions puis plein de matières. Sinon, je vais vous parler aussi un peu d'éco-conception. C'est un principe qui fait qu'on essaye de réfléchir à nos produits puis à nos packaging de façon responsable pour anticiper les impacts qu'ils vont avoir. En Estrie, on a un exemple qui est tout choisi, l'exemple de La Pinte, qui ont décidé que pour leur approvisionnement, pour leur distribution, ils allaient choisir un packaging en verre consigné afin de limiter l'impact puis la création de matière, la création de packaging à la base. Donc, c'est en boucle fermée. C'est un exemple parfait d'économie circulaire. Puis ça amène aussi une meilleure qualité de lait là, ils nous diront que le lait est meilleur dans une bouteille en verre. Mais c'est sûr que ça fait partie aussi d'une stratégie marketing qui leur a quand même permis de se distinguer. Donc, en fait, au-delà de l'aspect environnemental, les principes d'économie circulaire aussi amènent à réfléchir un peu à la façon de produire puis la façon de vendre les produits et d'intégrer toute les logiques d'impact environnemental dans les stratégies d'affaires. À Sherbrooke, je voulais finir sur cet exemple-là parce qu'il y a quelques temps a été annoncé le fait que la ville de Sherbrooke avait fait un partenariat avec Soprema afin de leur fournir, de les approvisionner en fait avec du polystyrène recyclé que les citoyens pourraient porter dans des points de dépôt adaptés. Ça, c'est pareil, l'entreprise elle a décidé que ces produits étant faits en polystyrène, ils allaient essayer d'intégrer le maximum de contenu recyclé dans leurs produits pour limiter l'impact environnemental de leurs produits, mais également pour faire un débouché au polystyrène qui, étant une matière problématique à la base, en fait, on trouve un débouché. Fait que maintenant, cette matière-là est vraiment valorisée. Donc, je vous ai donné tous ces exemples-là. J'en ai plein d'autres. Si jamais vous voulez aussi, n'hésitez pas à me contacter, puis on pourra vous aider. Anthony Daigle, qui est le coordonnateur pour Sherbrooke, je vous ai mis ses coordonnées ici. Vous pouvez le contacter également en lui précisant que vous avez vu la présentation puis que vous cherchez des réponses pour telle et telle question. Puis sinon, on a le site internet de Synergie Estrie où vous allez trouver plein d'exemples comme celui-ci, puis des coordonnées. Ça fait le tour pour moi. Puis c'est ça, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la gestion des matières résiduelles, vous essayez la réduction à la source, c'est vraiment une stratégie gagnante pour tous. Fait qu'on est là pour ça. Je vous souhaite une bonne journée. Puis